Assemblée nationale, ouverture du débat sur les droits des travailleurs. Le ministre du Travail, Jean Auroux, invité de ce journal. La rentrée politique de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien chef de l'État fait un bilan de l'action gouvernementale. La crise des Malouines, accrochage militaire la nuit dernière, les négociations continuent. Le pèlerinage du pape à Fatima au Portugal, un ancien prêtre intégriste accusé d'homicide volontaire après l'attentat manqué d'hier soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Décidément, on ne chôme pas à l'Assemblée nationale. D'un marathon à l'autre, les députés ont commencé aujourd'hui l'examen des 4 projets de loi sur les nouveaux droits des travailleurs. Plus de 2000 amendements ont été déposés, tant les textes auxquels sont attachés le nom du ministre du Travail, Jean Auroux, sont vivement contestés par l'opposition et par le patronat. Pour bien comprendre l'enjeu de ce débat parlementaire et des lois qui en sortiront, voyons-en d'abord l'application concrète, car certaines entreprises mettent déjà en pratique certaines dispositions du projet Auroux, comme le prouvent Laurent Carenzo et Patrick Derrien. Tableau blanc de séminaire, une petite entreprise d'Evry dans la région parisienne. Employés et chefs d'équipe réunis une fois par semaine. Un conseil d'atelier comme on appelle ici. Aujourd'hui, thème principal, les besoins de l'homme. Libre discussion exceptionnelle dans une PME. Deux choses qui se tiennent. Vivre, pouvoir s'exprimer, pouvoir comprendre. Je crois que se sentir libre aussi, je crois que c'est un but. Ça représente tout. Ça représente de pouvoir aller où je veux sans demander la permission. Je crois que c'est ça, se sentir libre. Penser même. Je crois que c'est intéressant, ça. Tout le monde n'en a pas l'occasion. Enfin, en somme, ça rejoint à s'exprimer. Tout est dit, ou presque. Chez Horner Rutefond, où les souffleurs fabriquent des enseignes lumineuses, on s'efforce de développer la concertation tous azimuts. 60 salariés hautement qualifiés, une production à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie. Ça facilite bien les choses, tout le monde se connaît. Du haut en bas de la hiérarchie, on a appris à discuter et à comprendre la finalité de l'entreprise. Très représentatif des PME françaises, Horner Rutefond n'a pas de syndicat. L'individualisme farouche des ouvriers et la politique sociale avancée du patron y sont pour beaucoup. Dans ces conditions, l'expression des travailleurs se fait directement, comme bien des employeurs le souhaiteraient. Nous discutons des divers sujets qu'il y a dans l'entreprise. On pourrait dire des différents problèmes que les ouvriers peuvent avoir, le sujet social. Il y a d'ailleurs un comité d'entreprise qui a été créé il y a très peu de temps. Ça a apporté un son nouveau, l'ouverture des dialogues et l'ouverture à la nécessité des gens, à savoir les besoins qu'ils peuvent demander dans la société. Entreprise alibi, Horner Rutefond donne l'impression d'appliquer le rapport Auroux sans le savoir. Mais Christian Théron, le patron, c'est lui où il va. Il connaît la rentabilité et la concertation sociale. Il sait que son entreprise en a besoin. Le chef d'entreprise qui est relativement solitaire sent la nécessité de communiquer avec son personnel. Et on ne peut communiquer qu'à travers des structures représentatives. Et la meilleure structure représentative disponible actuellement, c'est encore le comité d'entreprise. Quel changement va apporter le rapport Auroux ? En principe, dans notre entreprise, le rapport Auroux n'aura pas de conséquences particulières, puisqu'il ne fera que d'institutionnaliser ce que nous avions implanté tous ensemble déjà. Manifestement, l'adhésion des hommes sera un facteur important du développement des entreprises avec les investissements et la mentalité innovante. C'est certain. Christian Théron, avec ses propos en rien récupérateurs, fait peut-être, grâce à sa politique, l'économie d'une section syndicale. Peut-on lui reprocher, lui qui administre la preuve, que l'expression des salariés, ce n'est pas le cirque dans l'entreprise ? Oui, bien sûr, il s'agit là d'une entreprise qui fait exception à la règle. En ouvrant le débat ce matin, le ministre du Travail a qualifié ces projets de loi de véritables projets politiques pour la France. Alors, en quoi consistent en fait les dispositions essentielles de ces textes sur les nouveaux droits des travailleurs? Alain Doubesky. On peut distinguer 3 aspects dans le projet de loi concernant le droit des travailleurs. 1. La négociation. Dans l'esprit du gouvernement, le renouveau des relations sociales dans l'entreprise passe d'abord par la fixation d'un rendez-vous.
Une fois par an, les salariés et la direction d'une entreprise de plus de 50 personnes devront se rencontrer pour discuter ensemble de l'évolution des salaires, mais aussi, et c'est nouveau, de l'organisation du travail. À ce sujet, on note que l'obligation de négocier ne s'accompagne pas forcément d'une obligation de résultat. Deuxième aspect, le droit d'expression des travailleurs et leur représentation. Le projet de loi prévoit un droit individuel d'expression des travailleurs sur les lieux et pendant le temps de travail avec l'appui des organisations syndicales. Dans les entreprises employant plus de 200 personnes, un accord sur les modalités d'expression des salariés devrait intervenir dans les 6 mois après la promulgation de la loi. Serait également réaffirmé le droit pour les délégués syndicaux de circuler librement à l'intérieur de l'entreprise. Troisième aspect, l'extension ou la réaffirmation de règles déjà existantes. Ainsi, le comité d'hygiène et de sécurité, qui doit fusionner avec la commission d'amélioration des conditions de travail, verrait ses compétences augmentées. Le projet de loi prévoit enfin une définition plus précise de la sanction disciplinaire. Il faut, dit le ministre du Travail, sortir cette définition du flou et de l'arbitraire. Selon le gouvernement, les procédures ainsi mises en place auraient 3 objectifs. Le respect du rôle dirigeant du chef d'entreprise, la possibilité pour les salariés de devenir des partenaires informés et responsables, enfin, l'amélioration de la qualité des relations dans l'entreprise. Sur un thème aussi crucial que celui du pouvoir et des droits des travailleurs et aussi des patrons au sein de l'entreprise, le débat à l'Assemblée nationale promet d'être long et passionné. Les temps forts de cette première journée, Jean-Louis Delcenne. Beaucoup de travail pour les fonctionnaires chargés de classer dans les combles du Palais Bourbon tous les textes, les rapports, les projets concernant ce débat sur les droits des travailleurs. 2000 amendements au moins tirés à 400 exemplaires chacun, cela fait, excusez du peu, la hauteur de Notre-Dame. Et c'est à ces 2000 amendements que Jean Auroux aura souvent à s'opposer au cours de 3 semaines de débat, au moins. Dès ce matin, il en situait l'enjeu sous les yeux d'Edmond Maire. Qu'on ne s'y trompe pas. Le gouvernement ne vous propose pas aujourd'hui un projet pour un parti, ni un projet pour un syndicat, ni un projet pour un groupe social. Il vous propose un projet politique pour la France. C'est Philippe Séguin pour le RPR qui a contre-attaqué le premier, tout en reconnaissant sur certains points des projets la nécessité d'une avancée sociale. Les textes Auroux, c'est du Delors, mais du Delors revu et corrigé, c'est-à-dire marqué par une forte inspiration sédétiste et surtout assorti de trop nombreuses concessions à la CGT, avec un brin de démagogie de ci, de là, car on ne se refait pas. Et c'est bien là une des caractéristiques essentielles du débat. Isolées, vos propositions se discutent, voire même peuvent séduire. Mises en cohérence, éclairées par d'autres projets du gouvernement, elles peuvent être dangereuses. Lionel Jospin répondra immédiatement au discours fleuve de M. Séguin. C'est la démocratie dans les entreprises pour être plus compétitif, pas le contraire. Vous tentez d'accréditer l'idée que nos propositions vont désorganiser l'entreprise, la mettre sous la coupe de travailleurs naturellement jugés irresponsables, et lui infliger, par rapport aux concurrents étrangers, un handicap irrémédiable. Le tour rapide des pays développés auxquels je viens de procéder atteste exactement le contraire. En France, nous ne sommes pas en avance, mais en retard, et ce retard accumulé n'a pas rendu nos entreprises plus performantes, mais au contraire moins efficaces. L'UDF, pour sa part, a fait comme le RPR, trouver de bonnes idées dans les textes Auroux, mais à ses yeux, c'est le contexte politique qui laisse à désirer. Nous regretterons qu'avec de louables objectifs, vous ayez élaboré un projet artificiel, souvent dangereux et dépassé. Il est dangereux parce qu'il risque d'offrir une prise à ceux qu'attire un pouvoir pour le pouvoir. Il est artificiel parce qu'il fait croire à une réforme de l'entreprise quand il se contente d'alourdir les institutions au lieu de les rajeunir et de les vivifier. Le Parti communiste, enfin, a approuvé la finalité du texte, mais souhaite que le gouvernement aille plus loin. Un exemple parmi d'autres. Il faut assurer aux salariés et à leurs représentants
le droit à une véritable liberté d'opinion et d'expression. C'est une exigence démocratique essentielle. Le Conseil national du patronat français, qui se veut le parti de l'entreprise, ne saurait en demeurer plus longtemps aux yeux de la loi le parti unique. Une anecdote, cet après-midi, Georges Marchais a reproché aux députés de l'opposition d'être peu nombreux en séance, mais il faut dire qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas tellement plus sur les bancs de la majorité. Monsieur Auroux, vous venez de quitter l'hémicycle entraîné par Daniel Brême, je crois, dans un petit jardin près de la buvette. Exact. Alors, à vous entendre, il s'agit de réinventer en fait le mode de fonctionnement des entreprises, mais en passant obligatoirement par les syndicats et donc en renforçant leur rôle en fait. Je crois qu'il ne faut pas simplifier à ce point-là mon projet. C'est un projet qui, comme je l'ai dit, et comme vous l'avez rappelé, n'est pas celui d'un parti, d'un syndicat. C'est un projet mobilisateur, un projet fédérateur pour la France, pour que notre industrie française, notre outil de production, puisse bénéficier de toutes les énergies des Français. Et par conséquent, les syndicats sont une des composantes essentielles de cette mobilisation, mais ne sont pas la seule. C'est la raison pour laquelle, notamment, nous avons créé et développé le droit d'expression des salariés, droit individuel, qui sera complémentaire du droit syndical. Enfin, pour l'essentiel, vous passez quand même par les syndicats. Si nous voulons une politique contractuelle que chacun appelle de ses voeux, je l'ai noté, comme j'ai noté aussi l'embarras d'un certain nombre d'intervenants de l'opposition qui ne sont pas opposés à mes projets dans la finalité, mais qui en contestent souvent les modalités, comme quoi je constate qu'il est toujours très difficile à la droite en matière sociale de passer à l'acte. Alors, en ce qui concerne ce que vous évoquez, je dois dire qu'en cette matière, nous avons une position qui est tout à fait claire et que nous défendrons tout au long des débats. Mais il y a aussi une autre critique qui est, elle, d'origine syndicale, c'est que vos projets ne touchent pas les petites entreprises de moins de 10 salariés, et cela, ça représente plusieurs millions de travailleurs. Alors écoutez, si j'en juge par ce qu'en disent les représentants patronaux des petites entreprises, je ne suis pas sûr que les choses soient exactement comme vous le dites. En fait, nous avons prévu pour le million de petites entreprises qui existent en France et dans lesquelles il y a effectivement des millions de travailleuses et de travailleurs qui doivent bénéficier aussi de ce dialogue social, nous avons prévu une nouveauté qui s'appelle les instances paritaires locales de recours qui seront créées par la négociation et qui permettront sur le terrain, adaptés aux particularités du quartier, de la ville ou de la profession, de créer des instances de dialogue à ce niveau-là aussi. Monsieur Auroux, déjà entre votre projet initial et les projets de loi qui sont étudiés à l'Assemblée, certains aspects ont déjà été gommés. Alors est-ce que vous seriez prêt à accepter quelques amendements parmi les très nombreux qui sont proposés aussi bien par vos partenaires communistes que par l'opposition? En ce qui concerne les propositions d'amendements qui proviennent de la majorité, je dois dire que le gouvernement n'est pas fermé à un espace d'expression de la majorité parlementaire. Cela, évidemment, en maintenant la cohérence de nos textes. Et l'opposition? En ce qui concerne l'opposition qui a fait un effet de masse de plus de 2000 amendements, je dois dire que pour des gens qui ont peur de la bureaucratie dans l'entreprise, il me semble qu'ils s'y prennent fort mal pour l'éviter. Et par ailleurs, je voudrais dire que je ne suis fermé à l'examen d'aucune proposition, mais que je regrette très vivement, je n'ai pas à juger en tant que membre du gouvernement le comportement et les travaux de l'Assemblée, mais je me joindrai à ce qu'a dit le président de la Commission des affaires sociales, qui a vivement regretté, et je le regrette aussi, que ces 2000 amendements n'aient pas été examinés d'abord dans le pluralisme des commissions parlementaires qui sont prévues pour cela. Monsieur le ministre, merci. Nous aurons amplement le temps encore dans les jours à venir d'évoquer donc cette question des droits nouveaux des travailleurs. Sur le front social encore, 2 conflits dans l'impasse aux usines Citroën. Après l'échec des négociations en direction CGT hier, la CFDT se joint à la CGT pour demander leur réouverture. La CGT a lâché un peu de lest aujourd'hui en déclarant que la direction était libre de négocier aux côtés de la CSL.
À la Société Générale, l'intersyndicale a demandé à être reçue par la direction. Ce matin, les grévistes ont investi l'agence centrale de la banque après une manifestation qui avait regroupé quelques 1500 employés. Le conflit dure depuis 1 mois et demi. L'intersyndicale demande un relèvement du salaire d'embauche, des augmentations à l'ancienneté et le renforcement des effectifs. Les négociations ce soir semblent avoir progressé. Social encore, le nombre des chômeurs indemnisés par l'UNEDIC s'élevait fin avril à 1 591 489, soit une légère baisse par rapport au mois précédent. Venons-en maintenant à la politique, avec un événement aujourd'hui, la rentrée, la vraie rentrée de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien chef de l'État, invité à déjeuner par des chefs d'entreprise, a dressé un bilan particulièrement sévère de la politique économique du gouvernement et de la politique tout court. Je ne me réjouis pas des difficultés de la France, a ajouté Valéry Giscard d'Estaing, avant de déplorer les divisions des Français et de lancer un appel à l'unité nationale. À l'heure actuelle, la première règle de l'unité est de ne pas chercher à diviser, ni en coupant la France en classes, ni en cherchant à opposer les Français comme des adversaires sociaux, ni en présentant systématiquement le pouvoir d'aujourd'hui comme l'ennemi irréductible du pouvoir d'hier, alors que sur des points aussi importants que la défense ou l'indépendance énergétique, il est conduit à poursuivre les actions que celui-ci avait engagées. Le ressort psychologique de l'unité, c'est la tolérance. Tolérance qui doit se manifester dans l'information et dans l'éducation. La loi morale de l'unité, c'est le respect des autres. J'attends encore d'en sentir les effets. Je sais qu'il y aura une nouvelle alternance, a aussi dit l'ancien chef de l'État. Elle aura lieu par la voie normale et elle doit être soigneusement préparée par une réflexion sur l'avenir, a-t-il dit. Manifestement, Paul Amar, cette préparation, Valéry Giscard d'Estaing entend y prendre part, et une part prédominante. Absolument, quitte à décevoir certains de ses amis politiques. Il ne souhaitait pas le voir intervenir aussitôt dans le débat, il n'a pas écouté leurs conseils, il brûlait de revenir sur la scène politique, et bien c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, en dressant donc ce bilan sévère d'une année de gestion socialiste, un discours truffé de chiffres et de statistiques, et prononcé sur un ton assuré. Manifestement, Valéry Giscard d'Estaing a voulu montrer, 1 an après sa défaite, qu'il s'était remis du choc du 10 mai 81, qu'il n'était plus en retrait de la vie politique et qu'il entendait jouer un rôle, lequel il ne l'a pas précisé, mais c'est clair dans son esprit, il faudra désormais compter avec lui. Un message destiné bien sûr à la majorité socialiste et communiste, mais aussi à l'opposition, je veux dire à celui qui est perçu par certains électeurs actuellement comme le chef de l'opposition, Jacques Chirac. Ce n'est pas un hasard si les 2 hommes sont intervenus cette semaine, 1 an donc après la victoire de François Mitterrand, 2 hommes jetant le même regard sévère sur la politique socialiste, mais prenant peut-être des chemins différents pour une éventuelle reconquête du pouvoir. Oui, justement, une autre déclaration intéressante, celle de Jacques Chirac, donc à l'hebdomadaire L'Express, qui accuse le président Mitterrand d'accentuer son rôle de chef de la majorité. 3 jours pour faire le point, 3 jours au champ à Saclay dans l'Essonne. Le Parti communiste avait réuni quelques 250 dirigeants, à commencer par les membres du comité central, pour faire le point de la situation interne et du rôle du Parti communiste. Serge Misseret. Saclay, un joli petit village de l'Essonne, l'endroit choisi par les têtes pensantes du parti pour aller se mettre au vert pendant 3 jours et réfléchir à ces sujets épineux, la mise en œuvre de la politique définie par le 24e congrès, la vie du parti et son organisation. Pourquoi Saclay? Parce qu'en 1929, les dirigeants du parti s'y étaient déjà réunis clandestinement. Les tensions entre le pouvoir d'alors et le Parti communiste étaient très vives et le maire de Saclay, militant de la première heure, ne l'a pas oublié, lui. Je suis membre du parti depuis 1920. Bon, on a eu parfois des difficultés, on s'est posé des questions, mais on revient toujours à la source.
C'est plus fort que nous, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, c'est le changement. C'est le changement, oui, bien sûr. On trouve que ça va passer vite. L'histoire, c'est connu, ramène toujours au présent. Et le présent, pour les communistes français, se conjugue avec la déprime de la militance et le recul électoral. Normal, donc, qu'au sortir de la réunion du comité central élargi aux fédérations, Pierre Juquin annonce à la presse que le parti lance un appel à l'union pour les municipales, union avec les socialistes dès le premier tour sur la base d'un scrutin proportionnel. La désunion de 77 n'a pas payé. Examen de conscience donc, même s'il est douloureux. L'union plus que jamais nécessaire. L'union, secret du succès. Le parti, dit encore un responsable, s'engage résolument vers l'avenir, et même s'il coince au niveau de la réforme de l'audiovisuel, même s'il dit qu'il n'est pas content des cadeaux faits aux entreprises par le Premier ministre, rien ne contredit le recentrage unitaire. Pour être plus crédible, il faut être indépendant, enfin relativement. Surtout, cesser de tenir ce qui apparaît encore pour certains un double langage, qui, s'il n'est pas clarifié, voire décodé, risque de prolonger le trouble des militants. Il faut aider un peu plus de que ça avec les socialistes. Faire marcher un peu ces gars-là, mon vieux. Et pourquoi? Avance. Et pourquoi? Dans le changement. La courbe des températures continuera à s'élever dans... Beau fixe donc au Parti communiste, malgré toutes ces questions explosives pour l'unité du parti auxquelles le comité central a dû répondre. Face au public, M. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste. Par rapport à notre politique, par rapport à notre stratégie, il était normal que nous ayons une confrontation d'idées entre nous pour voir précisément où nous en sommes. Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple. Nous avons fait nous-mêmes la critique. Pendant des années et des années, le parti a vécu avec l'idée d'un modèle existant de la société socialiste. Bien, aujourd'hui, nous disons non, il n'y a pas de modèle. Il nous faut construire une société socialiste à la française. Sourire déployé, le Marchais nouveau est arrivé, a-t-on entendu dire à sa classe, unitaire en diable, à nouveau. À l'étranger, c'est toujours la crise aux Malouines. La nuit dernière, de nouveaux accrochages militaires ont eu lieu à proximité de l'archipel. Les affrontements risquent de s'intensifier, a déclaré cet après-midi le ministre britannique des Affaires étrangères à la Chambre des communes. La pression militaire est nécessaire pour amener les Argentins à négocier sérieusement, a-t-il dit, et il y a des signes, a conclu M. Pym, que le message commence à passer. Pas question de brader pacifiquement les Malouines, a déclaré tout net le Premier ministre, Mme Thatcher, qui a répété aujourd'hui que la question essentielle restait celle de la souveraineté sur les Malouines, une souveraineté que les Argentins devraient considérer comme négociable. De son côté, son homologue argentin parle de progrès très lents dans les négociations qui se poursuivent à l'ONU. Les conditions météorologiques dans l'Atlantique Sud se font de plus en plus sévères et pourraient influer sur l'évolution de la crise, aussi bien militaire que diplomatique. Philippe Rochaud. C'est l'entraînement quotidien de la chasse britannique sur le porte-avions Hermès. En cas de débarquement sur les Malouines, ces Harrier, à décollage et atterrissage vertical, seraient ainsi chargés de préparer le terrain. Mais les navires britanniques affrontent à présent des vagues de 8 mètres de haut et le brouillard empêche parfois les avions de décoller. Les Argentins ont ainsi profité du mauvais temps pour attaquer hier soir une patrouille navale. Les Britanniques ont riposté avec des missiles air-mer. 3 chasseurs argentins ont été abattus, mais 2 patrouilleurs de la Navy touchés. L'approche de l'hiver austral ne joue pas en faveur des Anglais et pourrait donc faire accélérer une négociation qui commence, dit-on, à sortir de l'impasse. Le général Galtieri a même affiché un optimisme prudent en recevant les 4 journalistes, 3 Britanniques et un Américain, enlevés la nuit dernière par une police parallèle et relâchés sans vêtements à 50 km de Buenos Aires. Excuse officielle, mais dans le même temps, 3 autres journalistes étaient expulsés d'Argentine. Étrange guerre où l'on menace la presse, mais où l'on rend les prisonniers. Dans ces autobus qui traversent les rues de Montevideo, 188 Argentins capturés pendant la prise des îles de Géorgie du Sud. Transportés ici en Uruguay par la Croix-Rouge, ils sont attendus ce soir en Argentine. Un seul absent, le capitaine argentin Astiz, accusé d'avoir organisé l'enlèvement de 2 religieuses françaises et d'une suédoise, et qui reste ce soir entre les mains des autorités britanniques.
Oui, Londres qui a donc accepté de surseoir à la libération du capitaine Astis à la demande de la Suède et de la France, vient de proposer à Stockholm de procéder à son audition. L'affaire des Malouines dominera sans doute les consultations franco-britanniques au plus haut niveau qui commenceront demain en Grande-Bretagne par la rencontre des deux ministres des Affaires étrangères. Le gouvernement britannique serait prêt à céder sur la question de sa contribution au budget communautaire, en tout cas à diminuer ses prétentions, dans le but d'obtenir de ses partenaires européens la poursuite de l'embargo vis-à-vis de l'Argentine. C'est ce qu'un député britannique de l'opposition, Barbara Castle, a déclaré aujourd'hui à Strasbourg, sans doute pour embarrasser un peu plus le Premier ministre britannique conservateur. Le conflit des Malouines va sans doute contraindre le pape à annuler le voyage qu'il devait faire en Grande-Bretagne à la fin du mois. Ma venue dépend de la solution du conflit, a déclaré aujourd'hui Jean-Paul II à Fatima, au Portugal, où il est arrivé hier. Après une nouvelle tentative d'attentat qui a eu lieu hier soir et un an jour pour jour après l'attentat qui a failli lui coûter la vie au Vatican, le pape a dédié cette journée à la Vierge qui était apparue à Fatima il y a 65 ans à 3 petits bergers. Parmi les centaines de milliers de pèlerins qui ont accompagné le pape dans ses dévotions, Jean-Claude Darigo. 1 200 000 personnes, un chiffre jamais atteint encore à Fatima pour la messe présidée par Jean-Paul II ce matin. Toute l'église portugaise était là. Le petit peuple des campagnes, certes, mais aussi les mouvements spirituels qui ont pris en main le renouveau du catholicisme portugais. Pour le pape, ce 13 mai était la journée clé de son voyage. Il y a un an, le monde apprenait la tentative d'assassinat place Saint-Pierre. Si je suis ici aujourd'hui, a dit Jean-Paul II, c'est parce que la Vierge de Fatima m'a protégé. Je veux de nouveau lui consacrer ma personne, votre pays, le monde entier. Je viens comme témoin des immenses souffrances de l'homme, comme témoin des menaces quasi apocalyptiques qui pèsent sur les nations et sur l'humanité. Ces souffrances, je veux les embrasser avec mon faible cœur humain, tandis que je me tiens devant le mystère de la Mère de Dieu. À Lisbonne, dans la prison centrale, l'interrogatoire de Juan Fernandez Crone se poursuit. La police est formelle, c'est un individu en parfaite possession de ses facultés mentales. Oui, j'ai voulu tuer le pape, affirme le prêtre intégriste d'origine espagnole. Je suis venu de France exprès pour cela. Dans la mallette que Crone transportait, il y avait une baïonnette, mais aussi des documents. Des documents sur lesquels la sécurité ne veut rien dire. Secret de l'instruction. Du côté des intégristes français, suisses et espagnols, c'est le désaveu. Nous nous étions séparés de Crone, disent-ils. Nous n'avons rien à voir avec un attentat contre Jean-Paul II pour lequel nous prions chaque jour. Juan Fernandez Crone sera déféré au parquet demain matin à 8 h sous l'inculpation de tentative d'assassinat avec préméditation. Crime sanctionné au Portugal par 20 années de prison. Jean-Claude Darigo de Lisbonne. La communauté de Monseigneur Lefebvre réaffirme ce soir son attachement au Vatican et donc récuse l'acte de cet ancien prêtre intégriste qui avait pourtant été ordonné par Monseigneur Lefebvre. Midi pile, aujourd'hui à Varsovie, un concert de klaxons, des centaines de Polonais figés sur place, certains faisant lever de la victoire en plein centre de Varsovie. La capitale polonaise a répondu à l'appel de la direction clandestine de solidarité qui voulait marquer le premier jour du 6e mois de l'état de siège. 1 minute de protestation dans la rue, une grève symbolique d'1 quart d'heure dans les entreprises. Il n'y a eu aucun arrêt de travail selon les autorités qui considèrent que cette protestation d'aujourd'hui a été insignifiante. 2 cosmonautes lancés dans l'espace aujourd'hui, 2 cosmonautes soviétiques qui doivent arrimer leur vaisseau cosmique à une station orbitale. Une mission qui intéresse les cosmonautes français. Patrick Esther. 12h58 cet après-midi, la fusée lance-Soyouz RD-107 arrache ses 300 tonnes du sol de Baïkonour. En haut, dans une minuscule capsule, 2 cosmonautes soviétiques, Anatole Berezovoy et Valentin Lebediev, tous 2 membres du Parti communiste. Ces 2 hommes vont rejoindre la station Salyut 7, lancée il y a 3 semaines et qui tourne actuellement autour de la Terre. Ce sont eux qui vont préparer la station orbitale pour accueillir le 25 juin prochain l'équipage d'un second vaisseau Soyouz. À bord de celui-ci, le premier spationaute français, Jean-Loup Chrétien ou Patrick Baudry. Avec l'envol de cette fusée, c'est l'aventure des Français dans l'espace qui commence. Un mot de sport, en cyclisme, Bernard Hinault a gagné par équipe le prologue du Giro, le Tour d'Italie. Vous savez que Bernard Hinault a parié de gagner à la fois le Tour d'Italie et le Tour de France cette année.
Championnat d'Europe de judo, un Français, Angelo Parisi, enlève la médaille d'argent face à l'Allemand de l'Est Rostov dans la catégorie des lourds. Les résultats du quartet de Longchamp, le 6, le 3, le 5 et le 14. Si vous avez misé 5 francs, vous gagnez dans l'ordre 114 400 francs, dans un ordre différent 3 620 francs 50. Le temps, Alain Gillot-Pétré, ce n'est pas la peine d'en parler, il fait beau. Mais si, il faut dire quand même que c'est un joli mois de mai, comme le dit la chanson, un joli mois de Marie avec un temps exceptionnel. Voici la carte, c'est la même depuis 3 jours. C'est du beau temps partout, y compris sur la Bretagne, où peut-être demain il y aura quelques ondées sur le nord de la Bretagne et quelques nuages, mais tout de même, partout c'est du beau temps. Inévitablement, samedi et dimanche, avec une chaleur pareille, nous allons aller vers l'orage par l'ouest du pays. Les températures, eh bien, sans grand commentaire, sinon que ça va encore monter, oui, 1 ou 2 degrés partout, de 21 degrés minimum à Cherbourg, 30 degrés maximum.